Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre conférence webinaire organisée par le groupe Bernard Gagnon sur l'importance du suivi des indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir Nathalie avec nous ce midi. Donc bonjour Nathalie, ça va bien? Bonjour tout le monde, bonjour Bernard. Oui, ça va bien, merci. Donc pour ceux et celles qui ne connaissaient pas Nathalie Doré, Nathalie est une cliente, une collaboratrice que j'accompagne dans le cadre de sa certification Master Black Belt. Et la certification n'étant pas nécessairement un objectif suffisant pour Nathalie, j'ai lancé deux autres objectifs dans le cadre de sa certification. Le premier était d'écrire un texte de blog sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur les indicateurs. Et le deuxième était d'organiser un webinaire avec elle pour partager ses connaissances, son expertise dans ce domaine-là. Donc, Nathalie a accepté volontiers la conférence. Donc, Nathalie, je te laisserai te présenter à nos participants ce midi. Bien, merci Bernard de m'offrir cette occasion d'animer ce webinaire. Comme Bernard l'a mentionné, c'est un défi pour moi. Je sors complètement de ma zone de confort. Bernard m'a demandé de me lancer un défi de participer à ce webinaire-là. Je l'ai accepté, comme vous pouvez le voir. Mon intention n'est pas de vous donner un cours sur les indicateurs de performance, c'est tout simplement de vous partager mes expériences, mes leçons apprises, dans le fond, ce que j'ai découvert au cours de mes 25 dernières années en amélioration continue. Je n'ai pas la prétention de connaître la vérité, puis je ne veux pas refaire je ne veux pas revoir la théorie qui existe amplement dans différents volumes, mais je veux juste vous partager mes connaissances, ce que j'ai appris. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de mettre en place des systèmes de gestion, des tableaux de bord, des indicateurs de performance, autant au niveau des chefs d'équipe de premier niveau jusqu'au niveau des présidences. Je connais un peu ça dans différentes organisations manufacturières, puis maintenant, je travaille pour une des plus grandes institutions coopératives financières du Québec. Donc, on va avoir l'occasion de bénéficier à travers ta présentation de nombreux des exemples, des expériences, sans nommer aucune organisation, mais on pourra nous partager tout ça. On a Guillaume Laroche aussi qui est avec nous ce midi pour faciliter tout le volet technique. Et s'il y a des questions dans le clavardage, Guillaume va nous en faire part à la fin. Donc, on va prendre, il y a une période de questions prévue en fin de présentation. Donc, Nathalie, je te laisse la tribune. Merci. Alors, le contenu de la présentation, qu'est-ce qu'un indicateur de performance, qu'est-ce qu'un tableau de bord, comment choisir ces indicateurs, puis comment faire la mise à jour de ces indicateurs. Dans le sens, est-ce qu'on y va de façon manuelle ou électronique, le fameux débat. C'est ce que j'ai l'intention de vous présenter au cours de la prochaine heure. C'est ça. Dans le fond, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. Mais sinon, on part ça. Pour débuter, j'aimerais vous partager cette citation de M. Édouard Deming, créateur du PDCA et père de la qualité totale. Sans donner, vous n'êtes qu'une autre personne avec une opinion. Ce que je dis souvent aux équipes que j'accompagne, qu'il est facile de donner son opinion sur des feelings, ses intuitions, mais bâtir son opinion sur des faits est un moyen simple de justifier ce qu'on avance. Et voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Tout le monde parle de la nécessité d'avoir des indicateurs, mais lesquels choisir? Sur quoi je dois les appliquer exactement? Comment je peux les utiliser? Comment je dois les mettre à jour? C'est ce que je vais vous parler au cours des prochaines minutes. Mais juste avant de commencer, est-ce que vous piloteriez un avion à l'aveugle? Si votre réponse est oui, j'ai le goût de vous dire d'emblée, mais qu'est-ce que vous faites ici?
mais sans blague, diriger une organisation, oups, ça a été, excusez, ça a été le piton, mon doigt accroché le piton. Diriger une organisation sans indicateur de performance, c'est comme conduire un navire sans carte et boussole. Alors, on y va. Alors, Nathalie, il y a différentes versions, il y a différentes définitions sur c'est quoi un indicateur de performance, un indicateur clé de performance, des données volumétriques. Peux-tu essayer un peu de nous expliquer ça, la différence que tu fais entre un indicateur et un indicateur clé particulièrement? Oui, avec plaisir. Dans le fond, tu as la donnée. Tout d'abord, il y a les données, aussi appelées les métriques. Ça l'exprime une valeur quantitative brute. Il n'y a pas de modification génétique de données. On mesure un paramètre. Exemple, le nombre de visiteurs d'un site web, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'outils loués, le temps, les avions qui partent à temps. Fait qu'un métrique va devenir un KPI si on le relie à une valeur et à une cible. Lorsqu'on détermine une limite, une cible à atteindre, bien, ça devient un indicateur de performance. Généralement, ce qu'on veut faire avec nos indicateurs, c'est de mesurer l'efficacité ou l'efficience. Comment savoir tirer le meilleur de nos ressources? Un indicateur clé de performance, bien, lui, permet à l'équipe d'agir ensemble pour contribuer aux objectifs stratégiques. C'est un indicateur d'alignement. Il est le résultat de déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels. Fait qu'on part à très, très haut niveau. Et quand on dit clé, bien, c'est sa déclinaison jusqu'à temps qu'on soit capable d'aller au plancher. Fait qu'il permet de faire l'alignement entre le stratégique et l'opérationnel pour être le plus proche possible du terrain. Fait que maintenant qu'on a une définition commune de l'indicateur clé de performance, on va aller voir les bases pour faire des choix pertinents. C'est quoi un tableau de bord? C'était lancé en 1992 par Robert Escape et David Norton. Le tableau de bord vise à mesurer la performance d'une entreprise en considérant les 4 axes suivants: les clients, les apprentissages organisationnels, les processus internes et les résultats financiers. Les bénéfices, opérationnaliser de façon simple les objectifs stratégiques, prioriser les projets de développement et autres initiatives et mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels. Ça permet de comprendre le lien entre le travail de chacun et les objectifs. La démarche pour mettre ça en place est très, très simple. Il faut identifier ces objectifs par axe, déterminer des indicateurs et des cibles de performance pour chacun des objectifs, identifier des actions et des projets nécessaires pour atteindre les objectifs. Puis, vous allez sûrement me poser la question, c'est quoi la différence entre un tableau de bord et un tableau de bord équilibré? Moi, la façon que je le différencie, pour moi, un tableau de bord, c'est un horizon d'1 an. Puis le tableau de bord équilibré, c'est les objectifs que j'ai déclinés sur 5 années. Fait que pour moi, à chaque année, dans le fond, je rajoute une année à mon tableau de bord équilibré pour toujours avoir une vision sur 5 ans. Tandis que mon tableau de bord, c'est vraiment pour le moment actuel, l'année en cours. La vue annuelle, donc la portion qui nous intéresse pour cette année. Donc, exact. Le tableau de bord, c'est vraiment en lien avec l'image que tu proposais en début. C'est vraiment le tableau de bord dans le cockpit du pilote. C'est ce qui permet de s'assurer que l'organisation se rend à destination selon les objectifs qui sont prévus pour cette année. Exactement. C'est un excellent outil de communication,
pour partager, pour partager les cibles et les résultats. Il met l'emphase sur les priorités et permet d'informer tous les employés. Il est autant utile pour le gestionnaire que pour l'employé. Puis l'important, il ne faut pas que ça devienne le tableau du boss. Parce que si c'est juste pour le gestionnaire, bien, on perd tout le sens du tableau de bord et l'intention ultime parce qu'on veut communiquer nos objectifs, nos résultats afin que tout le monde y contribue. Autant, si je suis une équipe de production, j'ai mon tableau de bord, bien, je veux que mes gens de logistique, mes gens de méthode, mes gens d'ingénierie comprennent comment ça va, mes résultats, puis comment ils peuvent m'aider à atteindre mes résultats. Fait que c'est important que ce soit un outil de communication d'équipe et non juste de gestionnaire. Donc, la différence qu'on pourrait dire avec un tableau de bord versus comparativement à des tableaux d'affichage qu'on peut voir dans les organisations, des tableaux de bord électroniques. Pour que ce soit un outil de communication, ça veut dire que ça devient, il y a un lieu de rencontre, il y a un échange. On ne fait pas juste afficher les résultats puis on laisse chacun les interpréter. Comment on voit cet outil de communication-là? Comment tu l'as vécu de ton côté? Tu le déployais comment? Moi, la façon qu'on le déployait, c'est vraiment, vraiment des tableaux de bord sur le plancher, le moins possible dans les bureaux, dans des salles de réunion, le plus proche possible de l'action. Et ça n'a pas besoin d'être super flyé, techno, grosse TV, vraiment pas nécessaire. J'ai vu de tous les sortes, vraiment des feuilles accrochées à des murs sans nécessairement avoir le gros fond, avoir quelque chose de ultra standard. Autant que j'ai vu des super de grosses TV, mais ça faisait juste projeter des informations. L'important, c'est d'utiliser ce tableau de bord-là. Tu l'as mentionné, c'est un excellent endroit pour faire des rencontres. Lorsqu'on parle de rencontres quotidiennes ou le daily morning meeting, bien, c'est le tableau de bord est comme la source de nos informations pour cette rencontre-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de communication parce que c'est là qu'on fait le suivi avec les différents intervenants, nos différentes parties prenantes. Puis on peut faire aussi le suivi des indicateurs, mais le suivi des actions, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mon résultat ou si est atteint mon résultat, qu'est-ce que je mets en place pour maintenir mon résultat. Fait que c'est aussi un endroit privilégié justement pour faire le statut de donner la santé du secteur, de l'unité administrative. Comment ça va? Puis est-ce que je suis en contrôle ou est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui, bien, c'est ça, je résumerais ça en disant que ce qui se passe autour du tableau est aussi important, sinon plus, que ce qu'il y a sur le tableau. On affiche, on présente les résultats, mais comment on en discute, comment on les interprète, qu'est-ce qu'on fait? Tu as parlé des actions. Donc, ça, c'est vraiment l'activité, l'outil de communication essentiel. Puis le bénéfice qu'on en retire, c'est vraiment ça, c'est l'échange. L'échange. Puis l'erreur aussi que j'ai déjà vue, faire attention à ne pas se retrouver avec une liste d'épicerie d'actions. Quand on commence à implanter un tableau de bord, des fois, on a plein d'actions à vouloir mettre en place, on est enjoué, tout ça, mais c'est important de bien prioriser ces actions parce qu'il en est, là, ça devient vraiment une wish list, puis ça peut décourager les employés parce que les actions n'avancent pas. Fait que c'est important aussi, autour de son tableau de bord, de faire le suivi des actions, puis bien, avant tout, de prioriser. C'est un très bon conseil. Puis pourquoi qu'on doit se limiter dans le choix d'indicateurs? Ben, j'aime bien cette caricature-là. Des fois, je l'ai déjà vécu.
des super indicateurs électroniques. Puis là, t'en veux-tu des indicateurs? On en a. On a des données, puis on les publicise. Mais on fait quoi avec ça? Pas grand-chose. Fait que pour votre information, les équipes qui ont choisi plus de 10 indicateurs arrivent généralement à accomplir 0 objectif. Pour celles qui choisissent entre 4 et 9 indicateurs, arrivent généralement à accomplir 1 à 2 objectifs rapidement et très bien. Et pour les organisations qui choisissent entre 2 et 3 objectifs, arrivent à accomplir 100% de leurs objectifs. La source, c'est de Franklin Covey, mais vous voyez que l'important, c'est de choisir le bon indicateur puis mettre l'emphase dessus. Donc, si on à s'éparpiller puis essayer de tout mesurer, de tout contrôler, d'améliorer trop d'éléments en même temps, bien, on n'atteint rien ou on disperse les efforts puis on n'a pas de focus sur un élément en particulier. Exactement. Quand que je conseille les équipes, dans le fond, on essaie de se limiter à 5 ou 6 leviers opérationnels. OK? C'est-à-dire les éléments importants, santé, sécurité, client, employé, productivité, résultats financiers. Là, vous allez voir, il y a d'autres entreprises qui vont parler, au lieu de clients, ils vont parler de qualité, employés vont parler de développement humain, mais ça retourne tout alentour de ça. Puis pourquoi c'est cet ordre-là qu'on privilégie? Bien, moi, on dit, dans le fond, je ne peux pas demander à un employé d'être productif si je n'offre pas un environnement sécuritaire et sain. Après que j'ai offert un environnement sécuritaire et sain, bien, je vais lui demander de travailler de façon, essayer de travailler bon du premier coup. Alors, est-ce que j'y ai fourni les bons outils? Est-ce que j'y ai fourni les bons cahiers? Est-ce que j'y ai fourni les besoins du client? Est-ce que j'ai partagé les besoins du client? Une fois que j'ai déterminé ça, hein? Les bons processus, c'est le processus. Les bons processus, les bons processus, les bonnes procédures, effectivement. Après ça, il faut que je travaille sur son développement de mon employé. Aussi, son développement personnel, le développement d'équipe, les chartes de compétences. Est-ce que mes tâches critiques sont comblées par des backups? C'est pour ça qu'on met le développement humain en 3e pilier. Et à la fin, on va mesurer notre efficacité, notre efficience, notre productivité. Et lorsque je travaille habituellement sur les 3 premiers leviers, en santé, sécurité, qualité et développement humain, bien, tu devrais voir bouger ta productivité, améliorer ta productivité, puis tu n'as quasiment pas besoin de suivre tes résultats financiers parce qu'ils s'améliorent d'emblée. Ce que j'aime aussi, c'est que tu mets l'employé au cœur du tableau, en plein centre, l'employé comme central dans tout ça. Donc, développement des compétences, développement de l'expertise. On va vouloir développer des gens qui sont capables de résoudre des problèmes de façon efficace pour améliorer les autres axes au niveau santé, sécurité, qualité, productivité. Client, je trouve aussi intéressant de le nommer comme ça parce que si on se préoccupe du client, ça veut dire qu'on se préoccupe de la qualité qu'on va offrir au client, tant qualité des services que qualité des produits. Donc, est-ce que le client est satisfait? Si le client n'est pas satisfait, est-ce qu'on a livré des produits ou des services qui n'étaient pas selon ses attentes? Donc, j'aime ça le formuler comme ça. Je trouve que c'est une belle approche. Bien, dans le fond, tu sais, on travaille pour un client. On veut aller chercher ses besoins, puis c'est important de communiquer ses besoins, c'est quoi qu'il recherche. Fait que, moi, je privilégie le mot client dans ce sens-là parce que j'ai toujours un client de mon processus. Alors, c'est le petit côté différent que j'apporte. Puis l'important aussi, dans notre tableau de bord, bien là, ici, j'ai 5 leviers opérationnels. J'essaie de cibler un indicateur journalier quotidien que je vais mesurer. Je vais regarder l'avancement
au day-to-day. Puis, en dessous, ben, je dis tout le temps un maximum de 4 indicateurs mensuels. Fait qu'au total, là, on se retrouve avec 30 indicateurs de performance sur votre tableau. C'est un maximum. Ce n'est pas un minimum. OK? C'est important. Si vous avez besoin de plus que ça d'indicateurs de performance, bien, ça se pourrait que vous n'avez pas ciblé les bons indicateurs pour faire le suivi de votre productivité. Oui, ou peut-être qu'on est en train de mesurer des indicateurs au mauvais niveau. C'est peut-être des indicateurs qui devraient être plus tactiques, alors que si on est au niveau stratégique, qu'on devrait les repositionner. C'est peut-être une autre équipe qui devrait les suivre, là. Exactement. Exactement, Bernard. Puis les leviers opérationnels, les grands titres, dans le fond, ce sont les grandes priorités de l'organisation de classe mondiale. Fait que souvent, ce sont des éléments que les entreprises, les organisations peuvent se comparer par rapport à d'autres industries dans le même domaine. Exemple, en santé et sécurité, on sait que le taux de fréquence et de gravité, c'est un calcul qui se fait de la même façon par 100 000 heures travaillées. Fait qu'on peut se comparer avec des entreprises qui font le même, qui offrent le même service que nous, produisent des produits similaires. Satisfaction clientèle, il y a j'ai complètement oublié. Le KPI standard en qualité, là, mais chez Desjardins, on utilise le taux net de recommandation. Il y a aussi le taux pour le développement humain, tu as le taux de rétention, tu as l'absentéisme moyen. Fait que c'est tous des indicateurs que je peux retrouver partout ailleurs dans n'importe quel résultat financier annuel que je peux me comparer. Oui, puis c'est ça, il y a déjà des normes au niveau de, c'est quoi des exemples d'indicateurs pour ces différents leviers-là. Donc, des fois, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis aller chercher ces indicateurs-là, les adapter au contexte de l'entreprise, bien entendu, là, mais il y a certaines méthodes de calcul qui existent déjà. Il y a dans les commentaires, il y a Danny qui mentionne que justement un tableau de bord qui ne souligne pas le client manque sa cible. Effectivement, Danny, c'est un très bon point. Un très, très bon point. Puis tu as mentionné un excellent point aussi, Bernard, que je n'ai pas précisé. C'est important d'adapter ces indicateurs en fonction de ses besoins. C'est pas parce que l'entreprise à côté utilise cet indicateur-là que je le prends tel quel pour mes propres besoins. On risque de passer vraiment à côté de quelque chose d'important. Puis c'est là que les employés, des fois, ils se sentent moins impliqués parce que les indicateurs ne leur parlent pas. Fait en résumé, pour les indicateurs, on sait que ça nous fait prendre des décisions éclairées, ça nous permet de prendre des actions dans les meilleurs délais, puis dont le but est d'atteindre la performance souhaitée. Puis c'est pas juste d'atteindre la performance aussi, c'est aussi de la maintenir, puis encore mieux si on peut l'améliorer, à condition qu'on choisisse les bons indicateurs. Donc, tu as un peu ici un cycle PDCA avec la première phase, le scan, après ça, le plan do, check, act annuel. Effectivement. On peut, oui, tu as entièrement raison qu'on peut faire le lien avec le cycle PDCA de M. Deming. Tu as entièrement raison. Puis j'ai une anecdote aussi à vous partager de mes expériences. J'avais un chef de service au centre de livraison qui voulait absolument rien savoir d'un tableau de bord. Lui, ce qui était important, c'était de livrer son avion coûte que coûte. Fait que, il était tout le temps sur le plancher, puis il suivait ses gars, puis il était tout le temps en mode urgence. Tout le temps en mode urgence. Fait qu'une année, j'ai réussi à m'asseoir avec,
qu'il choisisse lui-même ses indicateurs, que moi, je ne lui impose pas ces indicateurs, qu'on les choisisse ensemble, qu'on détermine c'est quoi qui était le plus-value pour lui. Et finalement, ça a fini qu'il ne pouvait plus s'en passer. Et ce manager-là, il a fait 2 autres entreprises. Il a tout le temps pris contact avec moi par la suite pour dire « Nathalie, je voudrais mettre mes indicateurs en place. » Puis même si l'organisation n'était pas setupée à avoir une escalade d'indicateurs, quoi que ce soit, pour lui, c'était rendu un must. C'était nécessaire d'avoir ces indicateurs de performance pour savoir où est-ce qu'il s'en va, puis être proactif. Puis de cette façon-là, ben, il arrêtait d'arroser des feux, puis il pouvait être plus sur le plancher ou sur la route pour aider ses employés pour faire de la résolution de problème ou quoi que ce soit. Fait qu'il est tombé d'un mode réactif très, très pompier vers un mode proactif. Puis c'est de valeur que je n'ai pas d'enregistrement de lui, là, mais ça, c'est un de mes plus grands succès de carrière, je dirais, satisfaction, parce qu'il était vraiment borné, là, vraiment, vraiment borné, il ne voulait rien Tu as savoir. réussi à lui montrer les bénéfices puis à lui le faire adhérer. Exactement. Très Des fois, ce intéressant. n'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est des beaux défis dans ce temps-là. La troisième section, dans le fond, c'est comment choisir ses indicateurs de performance. Dans le fond, les indicateurs, ce sont des lanceurs d'alerte. Puis, ils ont souvent la réputation d'être compliqués puis plates. Pourtant, c'est une mine d'or en termes d'information. Et comme je l'ai déjà dit, ça vous permet d'être proactif dans votre gestion. Autant à petite échelle qu'à grande échelle, ça dépend de votre sphère d'intervention, mais les indicateurs, c'est vraiment une source indéniable d'informations. Maîtriser ces indicateurs de performance, c'est aussi de challenger son offre, répondre aux besoins de ses clients, puis être à l'écoute du marché. Puis, oui. j'avais le goût de te demander, au fil du temps, est-ce que les indicateurs, est-ce que ça reste coulé dans le béton ou est-ce que ça pourrait évoluer? Ça reste vraiment pas coulé dans le béton, puis ouais, ça peut vraiment évoluer. Si ça évolue pas, il faudrait se poser des questions, Bernard, parce que même les premières fois, tu commences avec un indicateur, puis là, je ne suis pas sûre que ça me donne les bonnes informations. Tu le fais évoluer de jour en jour. Fait que soyez pas surpris si vous implantez des tableaux de bord, puis que vous êtes rendu à votre 4e, 5e version, c'est très, 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 très normal. Il faut que ça l'évolue. Et avec ce que tu mentionnais en début de présentation, si dans le tableau de bord, on met des indicateurs pour les cibles de cette année, s'il y a une cible déjà on a déjà atteint la cible, puis qu'on veut travailler sur un autre élément, bien, ça se peut qu'on va peut-être modifier certains indicateurs pour améliorer d'autres leviers sur le tableau de bord. Exactement. Puis tu me fais penser à un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est le syndrome de la couleur rouge. Souvent, on a peur de mettre du rouge sur nos tableaux, puis mais rouge, il faut que je bouge. Fait que c'est bon du rouge, c'est pas de. Oui, c'est ouvrir son kimono, c'est de dire OK, gars, je connais, je sais que j'ai des faiblesses, mais si on veut s'améliorer, c'est bon d'identifier ce qui ne va pas bien. Puis moi, quand j'arrive devant un tableau de bord qui affiche du vert, ben ça me fait dire que soit que les cibles sont facilement atteignables, pour ne pas dire pépère. Est-ce que je vais me poser plus de questions sur un tableau rempli de vert que sur un tableau où ce que je vais voir du rouge?
Fait que quand c'est trop vert, ben réfléchissez à j'ai-tu les bons indicateurs, j'ai-tu les bonnes cibles, je travaille-tu ces bons éléments? Parce que le rouge, c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Oui, puis il y a quelques années, on le voit un peu moins, là, mais il y a quelques années, on voyait des tableaux de bord avec du rouge, du orange parce que c'est pas encore tout à fait rouge, mais du jaune parce que c'est à 15-20 de la cible, mais je suis pas encore dans puis du vert aussi, mais il y a du vert pâle. On avait des fois l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, alors que ce qu'on veut, c'est d'un coup d'œil être capable de savoir c'est où ça va bien, puis c'est sur quel indicateur on devrait porter notre attention. Donc, Exactement. et Moi, la j'ai tout le temps été déclinaison de allergique. couleurs. J'ai tout le temps été allergique au jaune et orange. C'est rouge ou c'est vert? Tu l'as atteint ou tu ne l'as pas atteint? Mais oui, je suis assez drastique, mais oui, effectivement, Bernard, tu as entièrement raison. Le but, c'est de. J'ai pas besoin de longues interprétations pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le secteur. Souvent, le gestionnaire, ben, je vais le comparer à un pilote de Formule 1. Tu sais, le pilote de Formule 1, ben lui, ce qu'il veut, c'est avoir la voiture de course la plus performante possible, puis avoir une équipe qui l'entoure pour faire ses SMED le plus rapidement possible. Ben, le gestionnaire, sa voiture de course, pour moi, c'est son processus. Fait qu'il veut un processus performant et efficace. Puis si les résultats ne sont pas rencontrés, mais posez-vous les questions. Est-ce que j'ai validé les bons besoins de mes clients? Est-ce que mon processus est efficace? Est-ce que j'ai les bonnes cibles? Est-ce que j'ai les bons KPI? Fait que, sans nécessairement passer au travers des éléments qu'il y a sur la planche, bien, vous connaissez le fameux SMART, là, les objectifs doivent être SMART, mais c'est important pour moi que je le répète encore, que les besoins du client soient reflétés puis que ça vous parle et aussi à tous vos employés. J'ai vu passer un petit commentaire, mais Oui, TCS, c'est ça? on va le reprendre tout à l'heure dans les questions avec c'était un commentaire de Danny sur un acronyme. Parfait. Comment j'aide mes équipes à choisir leurs indicateurs? Bien, dans le fond, oups, ma souris est très, très sensible. Dans le fond, c'est que quand que je veux que mes équipes implantent des indicateurs, bien, je vais leur poser les 6 questions suivantes. OK? Quoi collecter? C'est quoi ton sujet? Quel est ton procédé que tu veux suivre? Quel est le produit? Quelle activité spécifique que tu veux voir? Quand? À quel moment que tu veux voir ton indicateur? Le jour, le soir, la fin de semaine, tous les jours, une fois semaine, une fois par mois ou une fois par année. Parce que ce n'est pas tous les indicateurs que tu peux suivre à tous les jours. Ce n'est pas tous les indicateurs que tu peux suivre à toutes les années. Pourquoi tu veux mesurer? Est-ce que tu veux faciliter la prise de décision? Est-ce que tu veux encourager la prise de responsabilité? C'est-à-dire d'avoir des équipes qui s'autogèrent. Ils ont le plan de match est établi sur le tableau de bord. Puis moi, je ne veux pas nécessairement, comme gestionnaire, leur dire leurs priorités. Ils sont capables de faire une bonne gestion de décision. Ça dépend pourquoi tu veux collecter tes informations. Est-ce que tu veux favoriser la communication? Est-ce que tu veux favoriser les réflexions? Tu peux faire plein de choses avec tes indicateurs, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu veux les collecter. Aussi, après, qui va les collecter? Est-ce que ce sont vos employés qui exécutent les processus? Est-ce que c'est les personnes externes qui observent le processus? C'est-tu le gestionnaire? C'est-tu les employés de soutien? Qui va collecter les données? Combien? Quelle quantité de données? Pendant combien de temps tu veux durer ta collecte de données? C'est quoi la précision recherchée? Tu sais, des fois, ce n'est pas parfait, mais l'important, c'est d'être pertinent. Fait
on n'a pas besoin d'être super, super parfait. Puis, on va revenir tantôt, mais tu sais, un crayon et un papier, là, ça fait très, très, très bien la job. Puis où, à quel endroit je vais récupérer mes données? Dans quel système? Est-ce que c'est des nouvelles données que je dois créer? Est-ce que c'est des données historiques? Est-ce que je vais le faire pendant ma tournée terrain sur le plancher ou je vais le faire par accumulation de documentation? Est-ce que c'est une accumulation de courriels aussi que je vais faire? Fait qu'il faut que vous gardez en tête qu'il est primordial de savoir à qui on s'adresse, qui bénéficie de l'indicateur qu'on va mettre en place. Je trouve ça intéressant les questions que tu apportes ici d'entrée de jeu parce que quand on a répondu à toutes ces questions-là, on a déjà une bonne idée de la fiche indicateur qui va nous permettre après ça de maintenir cet indicateur-là dans le temps. Exactement. Trop rarement, on voit ça avec les tableaux de bord, la fiche indicateur qui nous permet de dire, ben, quand je pars en vacances, c'est qui prend l'indicateur, c'est qui va le calculer, à quelle fréquence. Toutes ces questions-là viennent y répondre. Exactement. Puis tu amènes encore un excellent point, Bernard. La description des indicateurs, c'est pas quelque chose que j'ai vu fréquemment. On a tendance à mettre responsable une personne d'un indicateur, puis c'est la personne, c'est la seule qui sait comment le calculer ou quoi que ce soit. Ici, à part ou quoi que ce soit, ou ben là, on y est un peu démuni. L'importance de vraiment spécifier, remplir notre fiche d'indicateur. Oui, ça simplifie tellement le travail par la suite. Là. Exactement. Puis ça évite de créer des gens indispensables aussi, là. Les indicateurs aussi, on peut les décliner à 3 niveaux différents. Tu as le niveau de l'organisation. Ça permet de savoir si nos processus d'affaires atteignent les objectifs stratégiques. Exemple, le EBIT, le calcul de bénéfices avant intérêt et impôts, la croissance du chiffre d'affaires, les ratios financiers, le nombre de pièces livrées à temps. Ça, c'est surtout des indicateurs qu'on va avoir au niveau de l'organisation. Au niveau de la chaîne de valeur ou des processus, c'est exemple le volume d'activité par heure travaillée, la rapidité d'exécution par processus, le suivi du prix de revient par pièce, le pourcentage de travaux planifiés réalisés, les délais moyens d'attente. Ça, c'est ce qu'on va retrouver surtout au niveau des processus. Puis au niveau des tâches, c'est plus opérationnel. Fait que le nombre de rejets, le taux de réponse du premier coup, le temps de mise en course, le temps d'arrêt pour une machine pour un entretien préventif. Fait que c'est aussi des délais de traitement pour la réalisation de dessins techniques. Fait qu'on est plus au niveau de la tâche. Fait que, encore une fois, un indicateur, ça peut se décliner de différentes façons. Oui, puis dans le fond, tu le présentes ici comme c'est une autre façon de présenter le niveau stratégique, mais au niveau de l'organisation, c'est des indicateurs des fois plus stratégiques, le tactique au niveau processus, puis l'opérationnel au niveau des tâches. Moi, ce que j'ai vu, l'erreur qu'on voit dans certaines organisations va être d'essayer de tout mesurer sur un seul tableau, donc d'avoir des indicateurs au niveau opérationnel qui mesurent avec des cibles qui parlent au niveau stratégique seulement. Par exemple, si on a un objectif d'augmenter les ventes ou les revenus cette année dans l'organisation. Si j'ai une entreprise privée, je vais augmenter les ventes. Pour les employés sur le plancher, eux, la contribution qu'ils peuvent faire, c'est combien de produits par jour je dois fabriquer ou expédier. Puis si j'atteins cette cible-là, je contribue à l'augmentation des ventes. Mais je ne peux pas, moi, à mon niveau opérationnel, influer ou avoir un pouvoir d'influence sur les ventes qu'on va faire. Ce n'est pas dans mon champ d'expertise, dans mon rayon d'expérience. Donc, de le décliner comme ça, c'est intéressant aussi. Puis ça fait en sorte que entre le niveau des tâches puis le niveau des processus, mais forcément, on doit traduire les indicateurs. Donc, c'est quoi l'indicateur de processus qui va permettre de mesurer si on s'améliore au niveau des tâches?
Bien, ça peut être satisfaction client. Puis si au niveau des tâches, bien, ça veut dire de suivre peut-être les procédures standards. Si je suis les procédures, j'applique les procédures standards, je peux au moins espérer livrer des produits de qualité si la procédure fonctionne bien. Exactement. Puis je l'ai vu, ça, dans de très grandes entreprises manufacturières, qu'on descendait l'objectif stratégique de l'organisation au plancher, mais effectivement, les employés ne se sentaient vraiment pas concernés. Comment je peux contribuer à ça? C'était pas clair pour eux autres. C'est important vraiment de se situer au bon niveau. Oui. Les top 5 des erreurs à éviter, ben, dans le fond, des indicateurs, trop d'indicateurs choisis ou trop lourds à mettre à jour. C'est ce que j'appelle des fois la manipulation génétique des données, là. Que ça te prend une espèce de logiciel pour convertir tes données. Dans ce temps-là, je ne suis pas sûre que c'est un bon indicateur. Un indicateur aussi qui va te donner une mesure à temps différé. Au début, je me souviens, on mesurait l'absentéisme dans une organisation et ça venait comme à la fin du mois. Mettons, aujourd'hui, j'étais au mois de mai, bien, je pouvais obtenir les données du mois d'avril aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que c'est un bon indicateur qui va m'aider à prendre des décisions proactives. C'est rendu un peu trop réactif, là. Aussi, ce que j'ai déjà vu, c'est avoir une mesure pour prendre en défaut ses collaborateurs. Ah ben oui, mais mon voisin, lui, il m'offre de la non-qualité. Là, son produit qu'il me donne, c'est de la non-qualité. Fait que moi, ça me redonne du retravail. Je suis obligée de faire du temps supplémentaire. Mais essayez de mesurer ce qui est sous votre contrôle. Quelque chose sur quoi que vous avez de l'impact. Il est difficile des fois d'avoir de l'impact sur mon voisin. Pour ne pas nommer nécessairement l'entreprise, ben, on avait des avions qui arrivaient de Toronto avec beaucoup de non-qualité, ce qui faisait que quand on voulait commencer la chaîne de montage, ben, avant, il fallait tout régler les non-qualités avant pour commencer notre temps, mais tu sais, c'est bien beau que je remets à Toronto tout le nombre de non-qualités que tu me faisais, mais j'avais pas d'impact sur ce qui était pour faire à Toronto. Fait que l'important, c'est vraiment, moi, aujourd'hui, comment je peux améliorer, interagir sur mon indicateur. Il y a aussi des indicateurs qui ne renseignent pas nécessairement la performance du processus. Exemple, le taux net de recommandation, ça va peut-être me dire en tant qu'organisation, est-ce que je vais être recommandée par d'autres personnes? Mais ça ne veut pas dire que ma performance de mon processus, moi, étant au guichet, est-ce que je donne une bonne performance pour être certain d'être vraiment précis? Excusez-moi. Il peut y avoir aussi des objectifs ou des indicateurs qui sont contradictoires ou on a des indicateurs sensibles. Mais un indicateur sensible, c'est une donnée, ce n'est pas un indicateur. Il y a aussi l'erreur de copier-coller un indicateur trouvé sur Internet ou chez mon voisin. Ça aussi, c'est important que ça nous parle. Prendre les mêmes indicateurs pour l'ensemble de l'organisation. Je ne suis pas sûre non plus que ce soit super pertinent. Puis quand on doit faire trop de manipulation d'informations, ça aussi, je crois que ça devient compliqué pour rien. Essayer de trouver quelque chose de vraiment très simple. Puis avoir des indicateurs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. OK? Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la rigueur de l'exécution puis de la discipline. Encore une fois, je me suis encore accrochée dans mon piton. Désolée.
Quand on n'a pas de rigueur de discipline, bien souvent, les objectifs ne sont pas atteints. La planification stratégique, ça demeure des rêves. Les écarts ciblés lors des outils ne sont pas corrigés. Les enquêtes d'analyse n'adressent pas nécessairement la cause fondamentale, puis les problèmes se répètent. Le comité CSST va s'engouffrer d'une liste d'épiceries incroyable. Les analyses de risque vont rester dans un répertoire informatique. Les beaux discours politiquement corrects n'ont aucune crédibilité. On a des machines qui vont être encore non sécurisées 44 ans après l'adoption de la loi. Les indicateurs de performance, ça va être des éléments de décoration d'usine. Puis les tendances, les mêmes erreurs se répètent d'un mois à l'autre. Fait que sans rigueur d'exécution, tout ce que vous faites, c'est inutile. Puis même des fois, ça peut être nuisible à votre organisation. Bien beau d'avoir des indicateurs, il faut que j'aie la discipline de les mettre à jour régulièrement. Il faut que j'aie la discipline de faire le suivi. Il faut que j'aie une rigueur aussi dans ce que je suis. C'est pas juste l'indicateur, c'est la recette magique. Non, ça prend un petit peu plus que ça. Oui, puis moi, naturellement, lorsque je visite une organisation puis qu'on me présente le tableau de bord avec les indicateurs, la première chose que je fais, je suis convaincu que mon ami et collègue Pierre, c'est ce qu'il fait aussi, c'est je regarde la date de mise à jour. Donc, si c'est un indicateur, comme tu disais, qui devrait être mis à jour de façon hebdomadaire, puis ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas mis à jour, bien, il perd toute son utilité. C'est un indicateur mensuel, mais ça fait 3 mois qu'il n'y a personne qui l'a mis à jour parce qu'on ne se souvient plus la donnée est où. Bien, comme tu le mentionnes si bien, là, ça devient un indicateur qui est inutile. Ou peut-être qu'on devrait arrêter de le mesurer si on est capable de naviguer et de piloter l'avion sans cet indicateur-là. Peut-être que ce n'est pas le bon. On tombe dans la dernière section qui est un débat sans fin. Est-ce qu'on doit mettre à jour manuellement ou électroniquement nos données? Dans le fond, j'ai travaillé chez Bombardier, j'ai travaillé chez Hydro-Québec, je travaille maintenant actuellement chez Desjardins. Les indicateurs, moi, je privilégie encore le crayon et le papier. Il n'y a rien de mieux que de mettre à jour son indicateur au crayon, à la main. Ça permet de prendre conscience de la provenance des données. Sont rarement remis en question comparativement à des données qui sont tout le temps, qui proviennent de la boîte à poux de l'ordinateur. Oui, mais es-tu sûr que tu as pris le bon chiffre ou quoi que ce soit? Quand on le met à la main, bien, il y a peu de remise en question. Puis, c'est pas parce que tu es PDG d'Hydro-Québec que tu ne mettras pas ton indicateur, que tu as besoin d'avoir un tableau informatisé, puis qu'il faut que ton indicateur soit top-notch. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment, ça vient du chef d'exploitation d'Hydro-Québec. C'est vraiment, est-ce qu'on atteint la cible? C'était très, très simple et c'était clair, c'était visuel. On était-tu au plan ou pas au plan? Fait qu'on le voyait. Fait que peu importe le niveau de gestion que tu es, c'est pas nécessairement que ce soit un effet wow. Ben, oui, il faut que ça ait un effet wow, mais sur la prise d'action, pas sur la beauté de l'indicateur. Oui, puis on m'a confirmé encore récemment que je l'avais déjà entendu il y a quelques années, mais il y a des études psychologiques qui ont démontré que le cerveau humain, à partir du moment que je prends un crayon puis que j'écris une donnée, j'écris une action sur un post-it ou sur un tableau blanc, le cerveau ne fonctionne pas pareil que si on a cette information-là sur un tableau électronique. Donc, il y a comme quelque chose qui se passe dans le cerveau au niveau de l'imputabilité, de la responsabilisation, au niveau de la prise d'action. Il y a un geste qui est posé que si j'écris mon nom, je suis responsable de cette tâche-là.
ça vient imprégner quelque chose dans le cerveau, dans le subconscient. Oui, Jean-William, peut-être lié à la plasticité du cerveau, probablement. On est encore un peu à ce niveau-là dans le cerveau reptilien. Un autre exemple de mise à jour manuelle, ben, ça permet, ça développe une fierté avec prendre ton crayon, le colorer rouge, le colorier vert. Aussi, c'est les employés qui aiment ça de les colorer. Fait que c'est pas, ça leur permet d'interagir aussi facilement dans la mise à jour du tableau de bord des indicateurs. Tu n'as pas besoin d'avoir une notion informatique ou quoi que ce soit. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça développe un sentiment d'appartenance. On peut voir ici qu'il y a eu un petit happy face qui s'est rajouté. C'est des petites choses qu'on peut rajouter à la main. Puis tout comme tu l'avais dit, Bernard, la prise d'action sur tableau blanc quand on l'écrit à la main ou quoi que ce soit, ben, on dirait que ça rentre plus que de le lire sur un courriel. Fait que si j'ai d'autres indicateurs là, pour vous montrer comment que ça peut être mis à jour rapidement, comment vous pouvez voir si vous avez atteint votre cible ou quoi que ce soit, c'est tous différents indicateurs manuels. L'exemple, la croix verte, si tu oui. reviens, c'est un bel exemple visuel aussi. Dans ce cas-ci, c'est santé-sécurité. Si je ne m'abuse, chez Bombardier Aéronautique, vous utilisez aussi au niveau qualité quelque chose de similaire. Donc, l'idée, c'est que chaque jour du mois, on vient colorier si c'est vert, si toute la journée s'est bien passée, il n'y a pas eu d'accident, d'incident de travail ou de problème de qualité. C'est des défauts internes qu'on a trouvés. Un défaut interne, ça peut être le secteur suivant qui l'a détecté. Donc, si on fait le parallèle avec la santé-sécurité, ça peut être comme une blessure légère, donc ça va être jaune. Si c'est le client qui détecte le défaut, bien là, c'est rouge, à même titre que ça peut être un accident avec perte de temps qui va être rouge. Donc, visuellement, on peut avoir des tableaux comme ça, s'amuser un peu avec le visuel. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est le thermomètre s'entraide. Tout le monde comprend l'objectif. Le thermomètre, si on fait une campagne, une collecte de fonds, bien, on peut mettre la barre à un montant X. Puis après ça, l'équipe peut se challenger, se donner des défis, des activités pour amasser des fonds. Donc, plus c'est visuel, plus c'est parlant, plus c'est facile après ça d'être créatif puis d'amener cette mobilisation-là autour de l'atteinte de la cible. Exactement. Effectivement que à certains sites de Bombardier, il avait fait une lettre pour chacun des indicateurs. Fait que santé-sécurité, ben là, la croix, celle-là était standard, mais tu avais le Q de la qualité, tu avais le D de développement humain, tu avais le P de productivité. C'était pour, à chaque levier opérationnel, à chaque jour, il y avait une action précise à faire. Si c'était fait, c'était vert. Si c'était pas fait, c'était rouge. Ben, d'un coup d'œil, tu pouvais voir si tes tournées planchers étaient faites, si tes outils étaient faits ou quoi que ce soit. On le voyait vraiment très, très facilement. Oui, puis ça vient réduire la mesure à l'essentiel. Hein? Est-ce que c'est fait ou pas? Est-ce que ce qu'on avait à faire aujourd'hui est atteint? Donc, exact. on a besoin de formules mathématiques avec un pourcentage d'atteinte de la cible. Pas obligé. Pas obligé. Fait que, manuellement ou informatiquement, ben, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est sûr que moi, je privilégie le manuel. Je trouve qu'il y a beaucoup de gains à aller le chercher. On développe un sentiment d'appartenance. On est capable d'impliquer nos employés de plancher à la mise à jour. Mais si on se pose encore la question, ben, quand quelqu'un me demande « Je vais-tu faire ça électroniquement ou manuellement? » Ben là, j'ai une série de questions. OK? Je vais dépendre, ça va dépendre de comment tu vas répondre à mes questions. Fait d'où proviennent les données? De qui les informations proviennent-elles?
c'est quoi ton intention avec ton indicateur? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes données? Pour qui tu produis les données? Est-ce pour toi ou pour les autres? Qui sera responsable de la mise à jour? Quelles sont les informations recherchées? As-tu besoin de partager les informations puis les résultats? À qui tu dois distribuer les résultats? Qui sera intéressé à obtenir les résultats? Parce que ce n'est pas juste des distribuer, parce que des fois, il y en a qui il va voir le courriel puis il va le mettre tout de suite aux poubelles. Est-ce que c'est une distribution à petite ou à grande échelle? Ça va être quoi ton moyen de distribution de tes résultats? Puis à quelle fréquence tes données doivent être mises à jour? Chaque heure, chaque quart de travail, à chaque jour, à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année? As-tu besoin de faire des corrélations? Je peux continuer encore avec ma série de questions. Fait que c'est pas une question qu'on va être capable de répondre oui, manuellement ou non. C'est vraiment, ça dépend ce que tu veux faire avec ton indicateur. Là, je vous ai nommé juste quelques questions, mais je pourrais continuer encore et encore avec ma série de questions. En fin de compte, peu importe la façon dont vous mettez à jour vos indicateurs, l'important, c'est d'informer et d'impliquer vos employés. Expliquez-leur vos intentions, comment lire les informations, comment ils peuvent s'impliquer dans la mise à jour des chiffres, comment ils comprennent leur contribution à atteindre les objectifs. L'important, c'est vraiment que ça ne soit pas le tableau du boss. Ouais, pour moi, démocratiser au maximum c'est quoi un indicateur. Des fois, briser aussi la cassure qu'il y a entre je ne suis pas trop habile avec ces outils informatiques-là ou avec ces plateformes-là. Donc, le rendre le plus simple possible. On peut prendre quelques questions. Il y a des commentaires dans le clavardage. Il y a Pierre qui avait lancé une discussion sur le concept de jaquette d'hôpital au niveau de la mise à jour des indicateurs, je crois, Pierre. Oui, exact. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est le fait, je pense, de le remplir à la main. Ben, tu ne peux pas te cacher et dire ah ben là, c'est le système informatique, c'était pas le bon indicateur. Moi, mes chiffres me donnent. Tu sais, des fois, on entend toutes sortes de phénomènes quand c'est trop fait électroniquement ou automatiquement. Fait que quand on va le remplir à la main, ben, on est un peu vulnérable, puis on le met notre point dans le rouge, puis on est obligé, tantôt on parlait de plasticité du cerveau. Ben, c'est un peu ça, là, je trouve, l'avantage. Puis l'autre problème que je vois de l'électronique, c'est que souvent, on a des beaux systèmes électroniques, informatiques, etc. Tu payes Center, ça te sort un paquet d'affaires. Mais un paquet d'affaires qu'à la limite, personne ne regarde, personne ne challenge, ça ne parle pas, ça. Fait que moi, personnellement, je suis plus du côté manuel aussi. D'autres commentaires, des questions pour Nathalie, peut-être? Oui, on a une question de Boubacar. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Je suis apparemment un peu d'accord avec Pierre, mais en même temps, Pierre, je veux dire que manuellement, on court des risques d'erreur. Parce que reporter des données manuellement, des choses manuellement, on a des risques d'erreur si la personne qui rapporte avec des erreurs, mais les informations qui vont être données peuvent venir avec un peu de cohérence, avec d'incohérence là-dedans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme on tend vers, je vais dire, la transformation numérique, donc avoir des données, peut-être, je prends un exemple, peut-être on a un équipement, une machine comme ça, peut-être qui nous fournit des données de manière automatique. À partir de là, comme Nathalie l'a dit, on peut peut-être présenter un indicateur à partir de cet équipement-là avec des données, mais dit à un technicien, à un gars de la maintenance de relever les arrêts machines, les arrêts de production. Ça peut nous générer des erreurs dans la présentation de nos données. Je ne sais pas si je me trompe, Bernard, ou bien… Oui, moi, ce que je conseille toujours, puis ça, c'est mon passé TI, c'est si on peut le faire fonctionner crayon, on peut l'informatiser par la suite. Donc, moi, au début de ma carrière, j'étais vraiment du côté système d'information. Donc,
je pourrais être l'ardent défenseur des tableaux de bord électroniques, mais un peu comme Nathalie, j'aime les tableaux de bord papier et crayon. Et si on est en mesure d'instaurer une discipline et que les gens maîtrisent la méthode pour calculer, puis si on peut simplifier la méthode de calcul à l'extrême, là, ça sera facile de l'informatiser par la suite. Danny? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Présentation intéressante. Désolé, j'ai raté un petit bout, mais je suis allé faire chauffer mon lunch en début de rencontre. J'aimerais vous entendre sur des indicateurs de processus versus des indicateurs de résultats. Je sais que tantôt, on en a parlé un petit peu, là. Puis, ben, tu sais, Bernard, moi, je trempe en plein là-dedans présentement. J'ai probablement des indicateurs à faire. Et là, je me pose tout le temps la question, OK, est-ce que je focus beaucoup sur les résultats? Mais on sait très bien que si on ne respecte pas le processus, ben, on n'aura pas les résultats non plus. Donc, j'aimerais ça, Nathalie, t'entendre sur un peu les meilleurs trucs pour avoir des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats. Est-ce que tu veux mesurer l'efficacité de ton processus? Naturellement. OK. Parce que l'important, tu sais, c'est vraiment, c'est quoi que tu veux ressortir? Est-ce que tu veux améliorer ton processus? Est-ce que tu veux savoir s'il est respecté? Est-ce que tu réponds au temps standard? Si tu vas aller chercher de la proactivité, je te dirais, va chercher des indicateurs qui mesurent ton processus. Parce qu'un indicateur de résultat, c'est que l'action est accomplie. C'est fait là, tu analyses ton résultat là. Fait que, OK, je fais mon constat, mais après ça, je fais quoi? Fait que c'est pour ça qu'il faut aller chercher le plus proche possible de ton processus. Puis, tu sais, quand j'étais dans le pays des avions, ben, on était dans le département des portes où ce qui fabriquait les portes d'un modèle d'avion. Ben, nous autres, on réussit à aller chercher aux 2 heures. Est-ce que mon processus est respecté? Est-ce que mes chartes sont respectées? Est-ce que Fait qu'on allait à la main, là, on avait des tours de contrôle, puis les chefs d'équipe à la main allaient mettre leurs indicateurs pour savoir au courant de la journée, je vais-tu atteindre mes objectifs ou pas? Fait que j'avais pas besoin d'attendre au lendemain pour savoir si j'avais besoin d'ajuster quelque chose. Même chez Desjardins, quand ça téléphone à la fraude, je vois même des gens qui, ben, OK, on voit la ligne, le temps d'attente qui s'allonge, mais je vais avoir des investigateurs qui vont laisser faire les investigations, puis ils vont aller prendre la ligne. Fait que ça me permet, quand je vois, je suis proche de mon processus et je mesure un indicateur qui me permet d'agir rapidement et non d'attendre au lendemain pour avoir une réaction. Parce que ce qu'on veut, c'est d'atteindre notre objectif de la journée. Et pour ça, il faut que je sois capable d'avoir quasiment une mesure en temps réel. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. L'autre exemple que j'utilise souvent pour répondre à la question de Danny, dans le fond, les indicateurs de processus, ceux et celles qui sont familiers avec les outils Lean, le FIPEC ou le SIPOC en anglais, bien, la partie fournisseur intrant, ce qui rentre dans mon processus, c'est des indicateurs de processus. Donc, ça, c'est des indicateurs proactifs. Donc, je mesure la qualité de ce qui rentre. Les extrants et la satisfaction client à l'autre bout du FIPEC, c'est des indicateurs de résultats. Il est déjà trop tard pour influencer ou modifier ces données-là. Donc, c'est vraiment les indicateurs, en anglais, c'est les lagging, puis mes indicateurs, mes leading, c'est ceux qui entrent dans le processus. Donc, ça nous permet des fois de distinguer, bien, entrée, sortie. Est-ce que je suis capable de mesurer le temps d'attente des clients? Puis si le temps d'attente est trop long, bien, il faut probablement qu'on peut s'attendre à ce que la satisfaction à l'autre bout, les clients seront insatisfaits. Oui. On avait une question aussi. Merci. Ça fait plaisir. Imane, quel type d'indicateur proposez-vous à des équipes en mode projet? Oui, c'est une très belle question. C'est drôle, moi aussi, je suis intéressé à celle-là. Bernard va comprendre. Hein?
Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. C'est une très, très belle question. L'important, c'est en action. OK? Pour moi, c'est ton projet. Qu'est-ce que tu as planifié versus qu'est-ce que tu as de réalisé? Et c'est séparer ton projet en plus petites actions possibles afin justement de s'assurer de ne pas prendre du retard ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas un indicateur magique, mais c'est vraiment aller le plus petit possible, puis aller chercher des actions concrètes, puis pas aller sur du long terme. Parce que sinon, ça décourage, tu as l'impression que tu n'atteindras jamais ton objectif. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Bernard, là, sûrement. Ben, ça va de mesurer le temps de passage. Donc, en gestion de projet, on va vouloir mesurer aussi les demandes ou les besoins qui sont exprimés par nos clients ou les livrables qui sont attendus, puis combien de temps ça prend pour les réaliser. On va vouloir mesurer, comme on le ferait dans une usine manufacturière, combien de tâches on a en parallèle, donc l'inventaire de tâches débutées. Dans une usine manufacturière, c'est des produits débutés et non complétés. Dans un tableau en mode projet, si on s'éparpille et on débute trop d'activités, on risque d'en atteindre un peu moins. Donc, ça peut être des indicateurs comme ceux-là. Oui, Boubacar. Si je voulais apporter peut-être un petit additif, juste peut-être qu'en mode projet aussi, à mi-parcours, peut-être à 2-3 mois, on peut essayer d'évaluer le coût du projet, évalué à cette période-là par rapport au coût initial du projet pour voir si on n'est pas en dépassement ou on est en dépassement ou bien en équilibre au niveau du coût du projet, évaluer un peu pour ces indicateurs-là. Oui, effectivement. C'est un bon point aussi. Aussi, le respect des ressources. Mettons, dans telle phase du projet, tu avais planifié tant de ressources. Est-ce que tu respectes ton budget établi? J'ai parlé tantôt aussi là, dans la cycle. Est-ce que comment tu respectes tes temps de cycle de projet en planification, en mise en place ou quoi que ce soit? C'est d'autres indicateurs en mode projet qu'on peut mettre en place. Il y a aussi un point tout à l'heure, lorsqu'on parlait des indicateurs, des cibles, tu mentionnais, Nathalie, de ne pas aller copier-coller exactement ce qui se fait chez le voisin. On a souvent tendance aussi à aller faire du benchmarking ou de l'étalonnage avec d'autres organisations, mesurer notre performance par rapport à l'industrie. Puis récemment, j'ai assisté à une conférence avec Mike Rutter. Plusieurs le connaissent comme auteur. Et Mike Rutter, lui, ce qu'il disait, c'est pourquoi vous perdez du temps à faire du benchmarking avec d'autres organisations. Le meilleur benchmarking que vous avez, c'est avec votre propre performance à vous. Donc, mesurer sa performance et se donner des cibles. Ça donne quoi de savoir si le temps de passage chez le voisin ou le compétiteur est plus rapide que le mien, si je ne peux pas l'atteindre ou... Donc, ça amène un peu à revoir la façon dont on voit l'importance de se benchmarker ou d'avoir des mesures comparatives entre les organisations. On peut aller s'inspirer, on peut faire des visites pour aller s'inspirer, mais de s'imposer d'atteindre la même performance qu'un autre, bien, moi, je trouvais ça intéressant comme piste de réflexion. Je vois que il y a beaucoup de personnes qui doivent nous quitter. On a déjà dépassé le temps. Merci beaucoup, tout le monde, de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie, de ta conférence. Donc, c'est défi relevé pour ta certification Master Black Belt. Donc, merci. Très beau contenu, très belle présentation. Le visuel, c'était parfait. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié. J'ai apprécié beaucoup, oui. Fais attention, je peux en prendre goût. Merci beaucoup tout le monde de votre présence aujourd'hui. Ça a été très intéressant, beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. Donc, on le voit, c'est un sujet qui est passionnant. Donc, pour ceux et celles qui ont manqué peut-être le début ou la fin, inquiétez-vous pas, on va vous envoyer dans les prochains jours le lien pour la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre un petit peu nos actualités et d'autres événements. Qui sait, peut-être un autre sujet de conférence avec Nathalie à l'automne. Donc, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.
Merci Merci. beaucoup. Salut tout le Merci. monde.